Fin 1915. La première année de la guerre des tranchées sur le front ouest est un constat d'échec. Face aux positions défensives allemandes, les grandes offensives françaises, tout autant que les innombrables petites attaques locales, ont provoqué des pertes humaines élevées, mais aucune avancée significative. Le front n'a quasiment pas bougé. En 1916, les états-majors vont lancer de grandes offensives qui doivent en finir avec la guerre. L'armée allemande attaquera à Verdun les Alliés sur la Somme. Mais les deux tentatives seront des échecs tactiques sanglants, et de part et d'autre, tout se jouera dès les premiers jours de combat. Verdun, région fortifiée réputée imprenable, est un secteur calme du front. C'est l'hiver. Les poilus pataugent dans une boue gelée et s'astreignent aux corvées de nettoyage et de consolidation de leurs tranchées. Dans les tranchées adverses, mieux organisées, bien étayées et parfois bétonnées, les Feldgros, les soldats allemands, se préparent à la grande offensive. Canons, munitions et vivres ont été acheminés depuis des semaines par route et voie ferrée. L'état-major allemand considère le secteur comme vulnérable. Verdun est une hernie facile à attaquer sur les côtés et coupée en deux par la Meuse. De plus, les forts sont en sous-effectif et en partie désarmés. Le Kronprinz de Prusse, prince héritier de l'Empire allemand en charge des opérations, a rassuré ses troupes. Moi, Guillaume, je vois la patrie allemande contrainte à l'offensive. Le peuple veut la paix. Mais pour établir la paix, il faut savoir clore la guerre par une bataille décisive. C'est à Verdun, cœur de la France, que vous cueillerez le fruit de vos peines. Le 21 février 1916, alors que la neige vient de cesser de tomber, 1250 canons allemands commencent à pilonner les lignes françaises. La concentration de feu est d'une violence inouïe. 10 heures durant, des obus de tout calibre explosent sur un front d'une vingtaine de kilomètres seulement, soit sur certains secteurs 10 000 obus à l'heure. En fin d'après-midi, les troupes d'élite, les Sturmtruppen, équipées de lance-flammes, partent à l'assaut des premières lignes françaises, littéralement pulvérisées par le bombardement. La résistance des unités françaises est héroïque, mais rien ne peut contenir la progression des troupes allemandes. Le 25 février, le fort de Douaumont, le plus imposant et puissant ouvrage de Verdun, est conquis. Dans l'urgence, le commandement du secteur est confié au général Pétain. Son rôle, tenir coûte que coûte. Mais Verdun est isolé, et il faut pour résister approvisionner le front par la seule route disponible, celle venant de Bar-le-Duc. Cette voie sacrée va permettre d'acheminer jour après jour 2000 tonnes de munitions, 2000 tonnes de vivres et 20 000 hommes, avec le soutien d'une voie ferrée locale remise en état. Les combats s'étendent alors sur les deux rives de la Meuse, et l'attaque de rupture se transforme en une farouche bataille d'usure. L'état-major allemand espère maintenant attirer l'armée française à Verdun pour la saigner à blanc. Mais la défense s'organise, et plutôt que d'user les hommes, l'état-major choisit de faire tourner les régiments français qui viennent combattre à Verdun, et surtout de les relever rapidement. A l'inverse, les unités allemandes restent longtemps sur place, et seules leurs pertes sont remplacées. Les Allemands veulent s'emparer du fort de Vaux, à environ 3 km, mais la progression est maintenant très lente. Les bombardements incessants effacent les paysages, et l'impossibilité d'enlever les cadavres ou de les enterrer sur place provoque une transformation profonde de la terre. Marcel Pic, un soldat français. En mars, les arbres ont commencé à perdre leurs branches, le sol à devenir noirâtre et boueux. En avril, les ramures ont disparu. Seuls subsistent des troncs et des arbres déracinés. Le sol a une teinte crinière de lion et exhale une odeur de cadavre en putréfaction. Début mai, sous l'action de la poudre, le sol se marbre de taches noires et se couvre de boursouflures à l'aspect lunaire. Pendant des mois, de part et d'autre de la Meuse, de minuscules portions de territoire deviennent des enjeux nationaux. La côte 304, la colline du Mort-Homme, le village de Fleury, repris et reperdu à 13 reprises. Autant de luttes et d'acharnements terrifiants qui sont livrés au corps à corps, de trous d'obus en trous d'obus, dans un paysage apocalyptique.
Sur cette terre bouleversée, il n'est plus question ni de tranchées, ni d'approvisionnement, même en eau. Terrés sous la mitraille et le déluge d'acier, terrifiés par les attaques au gaz, trop souvent les hommes doivent se contenter de l'eau croupie et fétide et des trous d'obus. Fin juin, malgré une nouvelle et inquiétante attaque allemande en direction de la ville, les Alliés suivant les plans de Joffre sont prêts à lancer leur grande offensive sur la Somme. Grâce à un assaut frontal, les troupes britanniques et françaises doivent rompre les lignes adverses et avancer suffisamment pour couper les puissantes voies de communication autour de Saint-Quentin. Mais à cause de Verdun, les Français n'engageront que 14 divisions sur les 42 prévues, et le front d'attaque a été raccourci de 70 à 30 km. Ils attaqueront au sud de la Somme, et l'armée britannique au nord, avec 26 divisions. Les chefs d'état-major Joffre et Haig sont optimistes. Malgré la réduction du nombre de divisions, ils pensent bénéficier d'une supériorité numérique suffisante pour remporter une victoire rapide. Au nord, les Tommies, les soldats volontaires de la nouvelle armée britannique, patientent depuis 48 heures dans les tranchées de première ligne, car le mauvais temps a repoussé l'heure de l'assaut. Eux aussi, on les a rassurés. L'intense préparation d'artillerie des 8 derniers jours a certainement anéanti les positions allemandes. C'est en partie vrai, les tranchées en surface sont détruites, mais les divisions allemandes ont trouvé refuge dans les solides souterrains bétonnés. Un soldat allemand. Nous sommes coupés du monde. Rien ne peut venir jusqu'à nous. Pas de courrier. Le barrage de feu britannique sur nos positions est terrible. Demain, ça fera 7 jours depuis le début du bombardement. Nous ne pourrons pas tenir bien plus longtemps. Tout est pulvérisé en morceaux. Ce 1er juillet 1916, les Tommies sortent enfin des tranchées par vagues successives, en ligne et au pas, comme leur a indiqué leur chef. Mais beaucoup se retrouvent arrêtés et fauchés devant les restes de l'épaisse barrière de fils barbelés. George Coppard, un soldat britannique, comme des poissons pris dans un filet. Ils gisaient là dans des postures grotesques. Certains avaient l'air de prier. Ils étaient morts sur les genoux, le fil de fer barbelé les empêchant de tomber. Les mitrailleuses ont fait leur sale boulot. C'est un carnage. 60 000 Britanniques tombent morts, sont blessés et portés disparus au premier jour de l'offensive. Au sud, les divisions françaises ont avancé plus rapidement grâce à une meilleure coordination avec l'artillerie et des unités de combat plus souples. Malgré le désastre du premier jour, l'offensive se poursuit. Les mois suivants, c'est tout l'Empire britannique qui se battra dans la Somme. Dès juillet, la South African Brigade est engagée au bois d'Elville. Les Australiens se battent à Fromelles, Pozières et à Guillemont, rejoints en août par les Canadiens. Les Néo-Zélandais interviennent à Armentières en septembre, avec pour la première fois le soutien des tanks. Des soldats du bout du monde qui grignotent avec les Anglais et les Français des portions de territoire par petits assauts et prises de position successives. Les attaques partielles se poursuivent, usantes et meurtrières, jusqu'à l'automne. En novembre, les combats cessent, mais pour résister, les Allemands ont dû engager toutes leurs réserves. À Verdun en septembre, profitant du report des divisions allemandes sur la Somme, les Français décident de reprendre les forts à l'adversaire. L'opération est bien programmée, la préparation d'artillerie puissante et minutée. Le 24 octobre, le fort de Douaumont est reconquis, et une semaine plus tard, le 2 novembre, le fort de Vaux est réoccupé. Verdun est sauvé, mais avec l'hiver, le calme revient progressivement. En décembre, les Allemands se retrouvent repoussés non loin de leur position de départ. L'offensive allemande sur Verdun, c'est 10 mois de combat, 175 000 Français et 152 000 Allemands morts pour un résultat nul. L'offensive franco-britannique sur la Somme, c'est la perte de 650 000 Allemands, 420 000 Britanniques et 195 000 Français, pour au plus 13 km de front gagné. Verdun, c'est pour les Français la quasi-totalité de l'armée engagée dans une expérience collective de don de soi pour la défense de la patrie. La Somme, c'est une des offensives les plus sanglantes de la Grande Guerre et l'emblème d'un sacrifice inutile pour les nations qui y ont participé. Pour tous, les deux batailles marquent un tournant décisif dans la suprématie de la puissance de feu,
et dans l'industrialisation de la guerre. Fin 1916, l'espoir de la rupture du front s'est envolé, mais un nouveau généralissime français vient d'être nommé. Il s'appelle Nivelle, il vient de reconquérir Douaumont, et il prépare déjà la prochaine offensive qu'il imagine déterminante. Ce sera sur le chemin des dames.